Chers amis amateurs d'intelligence artificielle, aujourd'hui nous plongeons dans le flow matching, une méthode fascinante qui se trouve au cœur de modèles comme Stable Diffusion 3, Flux ou encore le modèle Text-to-Video MovieGen de Meta. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment le flow matching fonctionne, pourquoi il simplifie certains aspects complexes des modèles de diffusion classiques et comment il ouvre la voie à des modèles génératifs toujours plus performants. Mais avant de commencer, si vous n'avez pas encore vu l'épisode précédent sur les modèles de diffusion, je vous invite à le regarder, il pose les bases nécessaires pour bien comprendre cet épisode. Le flow matching a un objectif commun avec les modèles de diffusion. Partir d'une distribution simple, comme une gaussienne, et la transformer progressivement pour produire des données complexes, comme des images, du texte ou même des vidéos. Pour comprendre cette idée, imaginons un ensemble d'images. Ces images proviennent d'une distribution sous-jacente que nous ne connaissons pas directement. On va l'appeler Q. Ici, X représente nos images. Cette distribution est bien trop complexe pour qu'on puisse la décrire mathématiquement. Mais heureusement, nous avons des exemples concrets. Ce sont les images de notre jeu de données. Pour commencer, au lieu de manipuler une distribution complexe, on part d'une distribution simple et bien définie, comme une gaussienne standard. On va noter cette distribution P0. Ce qui est pratique avec cette distribution, c'est qu'il est très facile d'en extraire des échantillons, car elle est entièrement décrite par une formule mathématique. Comme pour les modèles de diffusion, le but du flow matching est d'entraîner un réseau capable de générer de nouveaux échantillons qui ressemblent à ceux de la distribution Q. Plus précisément, on va noter la distribution d'arrivée, P1, celle de départ, plus simple, est donc notée P0. Notre objectif, c'est donc de transformer P0 en P1, où P1 est l'approximation de Q produite par notre modèle. Dans le flow matching, cette transformation de P0 vers P1 se fait de manière continue. Le chemin qui relie ces deux distributions est décrit par une fonction temporelle simple. Contrairement au modèle de diffusion où le paramètre t représente un nombre discret d'itérations, ici t est un paramètre continu qui évolue de 0 à 1. À t égale 0, x0 correspond à une image complètement bruitée, issue de la distribution P0. À t égale 1, x1 est un échantillon de la distribution cible P1, c'est-à-dire une image réaliste. En résumé, t indique notre progression le long de ce chemin entre P0 et P1. Imaginez que x0 représente l'instant initial, le point de départ où tout n'est que bruit. À partir de là, le chemin défini par les xt nous guide progressivement vers la distribution cible. À l'arrivée, lorsque t égale 1, on obtient un échantillon réaliste provenant de cette distribution. Bon, jusqu'ici, à part ce paramètre temporel et cette fonction continue, on reste très proche du principe de diffusion. Alors qu'est-ce qui change vraiment avec le flow matching ? Pour le comprendre, explorons davantage cette idée de flux continu entre les distributions et introduisons quelques principes mathématiques. Imaginons qu'on veuille décrire la transition d'un point de données, comme une image, notée x, le long d'un chemin dans l'espace des données. Il existe bien sûr une infinité de chemins possibles entre le bruit initial et les données finales. Pour modéliser cela, nous devons introduire une notion de probabilité associée à ces chemins. La fonction pt est une densité de probabilité. Elle attribue une probabilité à chaque point de l'espace en fonction du temps t. Autrement dit, cette fonction décrit comment les points de données xt sont répartis dans l'espace des données au temps t. On appelle ce chemin de probabilité le Probability Density Path, car il représente l'évolution de la densité entre x0 et x1. Une propriété essentielle de cette densité est qu'à chaque instant t, la somme des probabilités dans tout l'espace est égale à 1, ce qui garantit qu'elle reste une fonction valide tout au long du chemin. On peut également décrire ce chemin d'une autre manière. Pour chaque point situé sur ce chemin, on peut définir mathématiquement la direction à suivre pour continuer à avancer. Ainsi, en partant du point initial x0, il est possible de suivre le chemin de manière continue jusqu'au point final x1. La fonction dont nous avons besoin doit indiquer dans quelle direction déplacer chaque point à un moment donné pour se rapprocher de la distribution cible. Cette fonction est appelée un champ vectoriel. Et le concept clé du flow matching est précisément d'apprendre un tel champ. Si vous voulez approfondir le concept de champ vectoriel, je vous mets en description des liens vers des vidéos de Tribron OneBlue et de Khan Academy qui expliquent ce sujet avec brio. Ce champ vectoriel peut s'écrire de la manière suivante. Autrement dit, V prend en entrée le temps t et un point x dans l'espace des données, et retourne un vecteur de direction. Ce vecteur indique à la fois la direction et la vitesse du mouvement à cet instant précis pour chaque point.
On peut visualiser un champ vectoriel en 2D comme un ensemble de flèches où chaque point de l'espace est associé à un vecteur. Si un tel champ vectoriel est connu, il devient possible de construire une fonction capable de déplacer un point initial x0 vers une position intermédiaire sur le chemin, en suivant les directions données par le champ. La fonction phi représente un flux qui transporte un point x à travers le temps. Autrement dit, pour chaque temps t, phi prend un point x de l'espace et le déplace dans ce même espace selon notre champ de vecteur v pour donner une position intermédiaire entre x0 et x1. Mathématiquement, on exprime notre champ vectoriel avec une équation différentielle ordinaire, ou ODI. La première équation montre que le flux phi nous donne la position intermédiaire xt au temps t. La deuxième équation exprime comment le flux évolue au cours du temps. La partie de gauche représente la vitesse instantanée du déplacement de notre point x à un moment donné t. Cette vitesse est déterminée par le champ de vecteur v évalué à la position actuelle du point donné par phi t. En d'autres termes, le champ v agit comme une sorte de guide ou de force qui dicte la direction et l'intensité du mouvement à chaque instant. La troisième équation, phi 0 x égale x, est une condition initiale essentielle. Elle indique qu'au temps 0, le point x n'a pas encore bougé. Sa position reste donc inchangée. Ces deux équations, la dérivée et la condition initiale, forment ensemble une description complète de l'évolution du flux. Elles nous permettent de déterminer où se trouve x à chaque instant t en partant de sa position initiale et en suivant les instructions données par le champ v. L'idée clé du flow matching est de faire apprendre ce champ de vecteurs à un réseau de neurones dont les paramètres sont θ. Autrement dit, nous voulons approximer le champ v avec une version paramétrique notée vtxθ. Ce champ paramétrique nous permet alors de modéliser le flux phi t de manière continue. Ce type de flux, appris par un modèle, est ce qu'on appelle un Continuous Normalizing Flow, ou CNF. Ce CNF est ensuite utilisé pour transformer une distribution simple, P0, un bruit pur, en une distribution complexe, P1, qui correspond à nos données cibles. Mais comment faire apprendre ce champ de vecteurs à notre modèle ? Qu'allons-nous lui donner comme information et surtout quelle fonction objectif utiliser pour guider cet apprentissage ? Pour répondre à ces questions, les auteurs de l'article original Flow Matching for Generative Modeling, publié en 2023, ont introduit une fonction objectif simple mais efficace. Cette fonction, appelée Flow Matching Loss, qu'on va appeler FML, permet au modèle d'apprendre une approximation du champ de vecteur Vt qui guide la transformation de la distribution simple P0 en une distribution complexe P1. Ici, θ désigne les paramètres du modèle, que l'on cherche à optimiser. T est tiré d'une distribution uniforme sur l'intervalle entre 0 et 1, et x est un échantillon pris selon la distribution intermédiaire Pt. L'objectif de cette fonction est de comparer le champ de vecteur appris par le modèle à un champ cible Ut. Lorsque la FML tend vers 0, cela signifie que le modèle est capable de générer correctement Pt à tout moment. En d'autres termes, il garantit la transformation fluide de P0 vers P1. Le problème principal du flow matching, c'est qu'on ne connaît pas les étapes intermédiaires nécessaires pour transformer le bruit P0 en une distribution cible P1. Ces étapes sont décrites par Pt, les distributions intermédiaires, et Ut, les champs de vecteurs qui les génèrent. Et malheureusement, il n'existe pas de formule magique pour deviner ces deux éléments. Pour Pt, le défi vient du fait qu'il existe une infinité de chemins possibles reliant P0 à P1. C'est un peu comme passer d'un point A à un point B sur une carte. Chaque itinéraire correspond à un chemin Pt, mais sans indication précise, impossible de savoir lequel choisir. Quant à Ut, même si nous avions une idée claire de Pt, nous ne saurions toujours pas quelle force ou quelle direction exacte déplace les points de la distribution à chaque instant. Les auteurs de la méthode ont trouvé une solution élégante pour contourner ce problème. Ils construisent Pt et Ut de manière locale, c'est-à-dire en travaillant échantillon par échantillon. Cette approche repose sur l'idée de marginalisation. Au lieu de considérer toute la distribution globale, on se concentre sur un seul échantillon issu du jeu de données. Ensuite, en regroupant ces informations locales, on peut construire un chemin global, ce qui rend l'objectif FML enfin réalisable. Je ne vais pas détailler ici toutes les étapes mathématiques nécessaires pour simplifier ce problème. Mais ce travail a permis aux auteurs de modifier la fonction objectif pour donner naissance à une version utilisable en pratique, la Conditional Flow Matching Loss, notée CFML,
et elle s'écrit ainsi. Le problème avec la FML, la version originale, c'est qu'elle exige une connaissance complète des distributions intermédiaires PT et du champ de vecteurs UT qui dépendent de l'ensemble de la population des données. Cette exigence rend leur estimation globalement très complexe, voire carrément impossible à appliquer dans un contexte réel. La CFML simplifie le problème en conditionnant chaque étape sur un point d'ancrage x1, tiré de la distribution cible Q. Plutôt que de modéliser directement PT pour tout l'espace de données, l'apprentissage se concentre sur la transformation locale autour de x1 et de ses voisins. En d'autres termes, au lieu de résoudre un problème global complexe, on se dit « Prenons un point cible x1 et concentrons-nous uniquement sur les étapes intermédiaires nécessaires pour transformer le bruit localement autour de ce point ». Cette approche décompose le problème global en petites étapes plus simples, permettant d'entraîner efficacement le modèle tout en atteignant le même objectif final, transformer P0 en P1. Une fois cette reformulation en objectif conditionnel effectuée, un résultat clé apparaît. La FML et la CFML partagent le même gradient par rapport aux paramètres du modèle θ. En d'autres termes, du point de vue de l'apprentissage, les deux objectifs sont équivalents. Les auteurs montrent que, bien que la CFML soit définie localement, elle conserve toutes les propriétés d'optimisation de la FML. La différence majeure est que la CFML est bien plus simple à calculer. Cependant, même avec cette simplification, il reste des défis à relever. Dans la définition de la CFML, les termes PTX sachant x1 et UT de x sachant x1, qui ont été introduits grâce à la marginalisation, doivent être définis précisément avant de pouvoir entraîner le modèle. Pour le champ de vecteurs UT, il existe une infinité de possibilités pour chaque chemin reliant P0 à P1. Les auteurs ont donc choisi la transformation la plus simple, l'interpolation linéaire. Cette méthode permet de transformer une distribution gaussienne en une autre de manière directe et efficace. Mathématiquement, cette interpolation se décrit comme suit. Cette transformation, elle consiste simplement à déplacer et à redimensionner la distribution d'origine. Le flux psi introduit par les auteurs repose sur deux paramètres. Mu-t, qui correspond à la moyenne et qui permet de déplacer la distribution, et sigma-t, qui est la déviation standard et qui permet de redimensionner cette distribution. Bon, peut-être que cela vous semble un peu abstrait. Concrètement, imaginez que vous avez un point de départ x0, représentant le bruit total, et un point d'arrivée x1, une image de notre jeu de données. L'idée, c'est d'utiliser une interpolation linéaire pour calculer les points intermédiaires xt. Pour cela, les auteurs définissent mu-t et sigma-t de cette manière. En combinant ces définitions, on obtient l'expression finale de notre flux. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ce flux, psi, n'a que trois éléments essentiels. Le point d'origine x0, le point d'arrivée x1 et t qui représente le temps. Quand t égale 0, on reste au point d'origine, c'est-à-dire dans le bruit total. Quand t égale 1, on atteint le point d'arrivée, l'image de notre jeu de données. Et si on fait varier t entre 0 et 1, on glisse simplement le long d'une ligne droite entre x0 et x1, réalisant ainsi une interpolation linéaire, élégante et intuitive. Ok, mais alors qu'en est-il de notre champ de vecteurs? Rappelez-vous, il est défini simplement comme la dérivée du flux par rapport au temps. Cela correspond à la partie gauche de cette équation. Pour obtenir une définition explicite de ce champ de vecteurs, il suffit de calculer la dérivée de notre flux. Heureusement, comme notre flux est une simple interpolation linéaire, cette opération est très facile. Ainsi, on obtient cette équation. Notre champ de vecteur UT est donc simplement la direction vers le point x1 qui suit la ligne droite tracée entre x0 et x1. Bon, maintenant qu'on a notre flux et notre champ de vecteur, on peut définir l'objectif final. Reprenons la définition précédente du champ de vecteur. Sachant que le flux psi-t donne la position intermédiaire xt, on peut réécrire cette équation comme cela. En reprenant également la définition de la CFML, on remarque que cette équation partage une structure commune avec notre champ de vecteur. On peut donc substituer ut ici par la dérivée de notre flux psi, ce qui nous donne une nouvelle définition de la CFML. Et comme on a calculé la dérivée de notre flux juste avant, et qu'elle correspond juste à la différence entre x1 et x0, on peut écrire l'objectif final comme suite. Découpons cette équation. Vt de x et θ, c'est donc notre réseau de neurones. Et la fonction objectif CFML cherche à minimiser la différence entre la sortie du réseau et notre champ de vecteur.
qui est ici simplement la dérivée par rapport au temps de notre interpolation linéaire. L'interprétation de cette équation est en fait assez intuitive. Le réseau de neurones Vt de xθ est entraîné à prédire la direction qui nous rapproche de x1, une image de notre jeu de données. Autrement dit, on doit apprendre comment modifier xt pour se rapprocher de x1. La tâche du réseau se résume à prédire la direction donnée par une simple soustraction x1 moins x0. Beaucoup de mathématiques pour une idée pourtant très simple. Alors comment entraîne-t-on concrètement notre modèle? Notre fonction objectif dépend uniquement de x1, x0 et t. Pour entraîner le modèle, on commence par échantillonner x0 à partir d'une distribution gaussienne standard. Ensuite, on choisit x1 parmi les images de notre jeu de données. Le paramètre temporel t est tiré d'une distribution uniforme entre 0 et 1. Une fois ces valeurs obtenues, on calcule xt grâce à une interpolation linéaire définie par notre flux ψt. Ce xt est ensuite passé au réseau de neurones qui tente de prédire le vecteur qui permet de rapprocher xt de x1. À partir de la sortie du réseau, on calcule la fonction objectif CFML en comparant le vecteur prédit au vecteur calculé qui est x1 moins x0. Enfin, les paramètres θ du modèle sont modifiés pour minimiser cette différence. Et voilà, c'est ainsi que le modèle apprend à transformer P0 en P1. Les modèles de diffusion classiques ajoutent progressivement du bruit aux données pour les rendre plus simples à modéliser, puis apprennent à inverser ce processus en supprimant ce bruit. Cette méthode repose sur un grand nombre d'étapes discrètes et sur des hypothèses complexes qui peuvent rendre l'entraînement long et coûteux. Le flow matching, en revanche, adopte une approche beaucoup plus directe. Au lieu de travailler avec des processus stochastiques pour modéliser les scores de probabilité, il s'appuie sur une trajectoire continue qui relie une distribution simple, comme une gaussienne, à la distribution cible. Cette simplification réduit la complexité mathématique et facilite l'implémentation. Là où des méthodes comme le DDPM, utilisées par les techniques de diffusion, emploient une interpolation non linéaire basée sur l'ajout itératif de bruit à une image, le flow matching se concentre sur une interpolation linéaire. L'avantage de cette approche est que le gradient de l'interpolation est beaucoup plus simple à calculer, rendant l'apprentissage beaucoup plus efficace. Dans les modèles de diffusion, le processus est discret. On commence avec une distribution gaussienne pour générer du bruit. Une image x0 issue du jeu de données est ensuite soumise à un processus de bruitage itératif appelé le processus de diffusion avant. Cette image bruitée est donnée à un réseau de neurones, comme un U-Net ou un Diffusion Transformer, qui apprend à retirer le bruit. L'objectif est de comparer le bruit ajouté à celui prédit par le réseau et de minimiser cette différence. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Le flow matching représente une avancée importante en simplifiant la génération de données tout en maintenant une efficacité impressionnante. En éliminant certaines des contraintes complexes des modèles de diffusion, il ouvre la voie à des modèles génératifs plus rapides, plus intuitifs et tout aussi performants. Dans le prochain épisode, nous explorerons les auto-encodeurs, une autre brique essentielle pour comprendre et implémenter des modèles comme Stable Diffusion. Avec les bases des modèles de diffusion, du flow matching et des auto-encodeurs, nous aurons toutes les clés pour concevoir et entraîner nos propres modèles génératifs. Et tout cela sera au programme de la série Encode. D'ici là, restez curieux et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!